Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir mon résumé du livre L'équation de la chauve-souris, qui est un livre que j'ai beaucoup aimé, qui fait une vulgarisation scientifique de beaucoup de phénomènes au quotidien. En fait, je trouve que ce livre il fait une vulgarisation de la physique que l'on peut voir en études supérieures. Notamment, j'ai reconnu beaucoup d'aspects que j'ai vus en classe préparatoire, en MP, en maths sup et en maths spé en deuxième année évidemment. Mais cette fois-ci, ils sont expliqués d'une façon beaucoup plus vulgarisée et beaucoup plus facile à comprendre, tout en rentrant dans les détails. Évidemment, ceci est mon résumé, c'est un résumé subjectif. Et je vous invite à ne pas regarder uniquement ce résumé, à aller en voir d'autres. J'ai gardé et interprété certains passages à ma façon, mais ce sera évidemment sûrement différent de la vôtre si vous lisez le livre. D'abord, l'auteur nous parle de l'époque de Galilée, qui est au XVIIe, dans lequel c'était les Italiens qui étaient les plus développés technologiquement, de ce que j'ai cru comprendre. Et donc, il nous raconte qu'ils pompaient l'eau avec un système qui fonctionne un peu comme les seringues. Donc, vous voyez, dans les seringues, on tire, et tirer, et ça peut faire remonter de l'eau. Eh bien, ils pompaient l'eau à peu près de la même manière. Et ils expliquaient ça par le principe d'Aristote, qu'il appelait l'horreur du vide, et qui dit que le vide ne peut pas exister dans le monde. Quand on tire sur une seringue, on essaie de créer du vide. Or, la physique d'Aristote dit que l'univers a horreur du vide et que la nature a horreur du vide. Donc, plutôt que de créer du vide dans la seringue, l'eau choisit de monter. Enfin, du moins, c'est ce qu'on croyait. Évidemment, aujourd'hui, on sait que ce n'est pas le cas, et c'est ce qu'on va voir dans ce chapitre. Le problème, c'est que l'eau ne montait pas à plus de 11 mètres environ, qui faisait que si on avait une seringue de 20 mètres de haut et qu'on essayait de créer du vide, on arrivait effectivement à créer du vide, puisque l'eau refusait de monter à plus de 11 mètres. C'est là que le principe de l'horreur du vide commençait à perdre en crédibilité, puisque l'on arrivait effectivement à créer du vide. On a juste eu à tester à différentes altitudes et on remarquait que cette hauteur n'était pas la même. Si on faisait la même expérience en haut d'une montagne, on n'avait pas exactement la même hauteur à laquelle l'eau montait. Et donc, dans la théorie, le principe de l'horreur du vide dépendait de la hauteur, de l'altitude à laquelle on se situait. En fait, une théorie qui a été beaucoup plus cohérente et qui est gardée aujourd'hui, c'est celle de la pression, qui dit que la pression atmosphérique, l'air qui est autour de la Terre, appuie partout. Elle appuie sur notre peau, elle appuie sur les objets, elle appuie sur les bâtiments. Évidemment, cette pression, on ne la sent pas puisqu'on l'a depuis la naissance et depuis des générations. Et donc, notre corps s'est habitué, qui fait qu'on ne ressent pas cette pression. Pourtant, elle existe. Pour se la représenter, on peut découper des carrés d'1 centimètre carré sur notre peau. Donc, on fait 1 centimètre x 1 centimètre. Et on se dit qu'il y a 1 kilo qui est posé sur ce petit carré en termes de pression atmosphérique. C'est ça que représente le poids de la pression atmosphérique. En quelque sorte, si on voulait se représenter la pression atmosphérique, il suffirait de poser 1 kilo sur 1 centimètre carré de notre corps et on voit à peu près ce que ça représente. D'ailleurs, on se rend compte qu'en fait, quand on respire, c'est pas nous qui contrôlons l'air. Nos poumons, ils n'ont aucun contrôle sur l'air. On ne peut pas maîtriser le vent. Quand on aspire, on n'est pas du tout en train de contrôler l'air pour qu'il rentre. Tout ce qu'on fait, c'est écarter nos poumons en utilisant le même principe, c'est-à-dire que l'on agrandit le volume, donc on risque de créer du vide, mais la pression atmosphérique fait que l'air est poussé dans nos poumons, et donc il rentre. C'est ça l'aspiration. En fait, on ne contrôle pas l'air. Quand on inspire, on écarte juste nos poumons, et c'est la pression atmosphérique qui pousse l'air par nos narines dans nos poumons. Moi, c'est quelque chose qui m'a un peu déstabilisé quand je l'ai appris, de savoir que je n'ai aucun contrôle sur l'air qui rentre dans mon corps, en fait. Quand on inspire, on écarte et l'air rentre, et encore plus facile à s'imaginer. Quand on expire, c'est juste que l'on appuie sur nos muscles de nos poumons. De la même manière que quand on appuie sur un ballon de baudruche, ça souffle l'air, et ben nous, de la même manière, en fait, on appuie sur nos poumons avec nos muscles et ça expire l'air de notre corps, ça le souffle, comme un ballon de baudruche. D'ailleurs, en parlant de pression atmosphérique, l'auteur parle d'un poisson d'internet qui s'appelle le blobfish et dont les gens se moquent beaucoup parce qu'il est très moche en fait. Mais ça, c'est sur les photos d'internet. En fait, c'est un poisson qui est censé vivre à plus de 600 mètres sous l'océan et donc il subit une pression, non pas atmosphérique, mais une pression de l'océan extrêmement forte. Et donc, ce qui fait que quand on va le prendre à 600 mètres sous l'eau et qu'on le ramène à l'atmosphère, forcément, il subit beaucoup moins de pression et donc il est beaucoup plus élargi, ce qui le rend très moche. Mais en fait, nous, avec nos 1 kg par centimètre carré, on serait peut-être un peu pareil si on nous mettait dans un endroit sans aucune pression atmosphérique, comme dans l'espace. D'ailleurs, les liquides ne peuvent pas exister dans l'espace sans la pression. C'est là que la sublimation se produit. Par exemple, si on fait fondre un glaçon d'eau dans l'espace, il va directement passer d'eau à vapeur, puisqu'un liquide ne peut pas exister sans la pression. Un liquide, en fait, c'est un gaz qui subit trop de pression atmosphérique pour pouvoir s'évaporer, pouvoir en quelque sorte se disperser. Donc il reste sous une forme de tas, d'un liquide, à cause de la pression atmosphérique qui l'empêche de s'éparpiller. Par exemple, si on a un astronaute qui n'est plus dans sa combinaison dans l'espace, il va pouvoir sentir sa salive qui va littéralement bouillir. Alors quand on dit bouillir, c'est pas qu'elle va monter à 100 degrés et que ça va lui voler comme l'eau des pâtes. Nous, on a l'habitude qu'une eau bouillante, ce soit une eau très chaude, mais scientifiquement, une eau qui bout, c'est juste une eau qui est en train de se transformer en vapeur. Et donc, la salive va rester à température ambiante, mais elle va commencer à bouillir dans la bouche d'un astronaute, puisqu'un liquide ne peut pas exister.
Et comme il n'y a pas de pression, le liquide va juste s'éparpiller dans l'espace et prendre tout le volume qu'il peut prendre. Un liquide ne peut pas exister sans pression atmosphérique et c'est pour ça que si vous vous retrouvez dans l'espace, votre salive va bouillir. Et ça fait bizarre de dire ça, mais c'est vrai. Maintenant, on change un peu de sujet. Encore un peu d'histoire. Les chimistes du XVIIIe siècle ont eu la surprise de remarquer que quand ils faisaient des mélanges, des réactions chimiques, ils devaient mélanger des rapports de quantité de matière qui étaient des entiers. Par exemple, pour faire du méthane, les chimistes remarquaient qu'il fallait exactement 4 fois plus d'hydrogène que de carbone. Par exemple, si on fait une recette de cuisine, on ne va pas forcément avoir des rapports d'ingrédients qui soient pile des nombres entiers. Par exemple, on n'a pas besoin d'avoir exactement 4 fois plus de sucre que de farine si on fait un gâteau très sucré. Ou encore l'exemple que donne l'auteur qui est bien plus pertinent, c'est que si on trie une vache, on ne va pas avoir exactement un nombre entier de litres de lait. On peut avoir 634,22 millilitres, un nombre à virgule. Ou alors, je dis un nombre comme ça, je ne me rends pas compte de le lait que sort une vache. Mais tout ça pour dire qu'on va jamais avoir un nombre entier de litres de lait. On va jamais avoir exactement 2 litres, ni plus ni moins. On va pas avoir exactement 500 millilitres, ni plus ni moins. On a toujours un nombre à virgule qu'on néglige et c'est jamais des valeurs entières. En comparaison, un pommier va toujours donner un nombre entier de pommes. On va jamais avoir un arbre qui nous donne 3,57 pommes. Certes, les pommes peuvent être de tailles différentes, mais c'est toujours un nombre entier de pommes. On n'a jamais une demi-pomme qui pousse coupée. On a toujours 3, soit 14, soit 8 pommes. Et au contraire, quand on trie une vache, on a toujours un nombre à virgule de litres ou de millilitres de lait. C'est pour ça que les chimistes ont été surpris de voir que les mélanges chimiques avaient des valeurs qui approchaient plus du pommier que du nombre de litres faits par une vache. Ça a été surprenant de voir qu'il fallait exactement 4 fois plus d'hydrogène que de carbone pour faire du méthane. C'est là que les chimistes ont pu théoriser les particules. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est au courant que c'est aujourd'hui qu'une molécule de méthane, c'est un atome de carbone, 4 atomes d'hydrogène. Ce sont des nombres entiers. Aujourd'hui, c'est pas choquant, mais à l'époque, c'était curieux. Aujourd'hui, on sait que ces molécules, par exemple dans l'air, sont des molécules qui se déplacent très vite, qui s'entrechoquent aux alentours de 1700 km/h. Ça paraît énorme, mais c'est parce que ce sont des molécules minuscules. C'est exactement ces chocs à 1700 km/h qui créent la pression. Peut-être qu'1 kg par centimètre carré, ça paraissait beaucoup comme pression atmosphérique, mais ça vient justement du fait que les particules ont beau être extrêmement légères, elles se déplacent à la vitesse hallucinante de 1700 km/h, qui fait que quand elles tapent, elles font une forte pression. Et comme elles sont nombreuses à taper partout à la fois, en quelque sorte, on a donc une pression atmosphérique homogène. L'auteur se demande donc si jamais, par hasard, il pourrait n'y avoir aucune particule qui rentre dans nos poumons quand on essaie d'inspirer. Ben oui, puisque si ce sont les particules qui se déplacent quand elles rentrent dans nos poumons, ce sont les particules qui rentrent dans mes narines pour que je puisse respirer quand j'écarte mes poumons. Est-ce qu'il se pourrait que par malchance, quand j'écarte mes poumons, aucune particule ne rentre dans mes narines? On pourrait se dire qu'en étant extrêmement malchanceux, ça pourrait arriver. C'est pour ça que l'auteur va nous parler de probabilité. En fait, les gens ont beaucoup de mal avec les probabilités, parce que c'est pas simple. L'idée pour comprendre les probabilités, au lieu d'utiliser des chiffres qui sont énormes comme une chance sur 1 milliard, c'est plutôt d'utiliser des chiffres parlants. Des exemples qui permettent de se rendre compte d'à quel point une chance sur 1 milliard est proche de 0. Par exemple, la probabilité de n'avoir aucune particule qui rentre dans nos narines quand on inspire, c'est à peu près la même que de gagner à l'euro-million 1000 fois de suite. Ou encore, on peut se dire que on fait une expérience, on remplit une pièce avec des singes qui doivent taper sur un clavier pendant 1 an. Il y a extrêmement peu de chances que les singes, par hasard en tapant sur un clavier, écrivent des vrais livres d'une bibliothèque, parfaitement, sans aucune faute. Donc si on se dit qu'en mettant des singes qui tapent sur un clavier pendant 1 an, on a extrêmement peu de chances d'avoir à la fin, par hasard, les vrais livres d'une bibliothèque sans aucune faute, simplement parce qu'ils ont tapé aléatoirement, alors on peut se dire qu'il n'y a quasiment aucune chance, quand on inspire, de n'avoir aucune particule qui rentre dans nos poumons. Ensuite, l'auteur nous parle des gaussiennes. Il dit que la plupart des phénomènes forment une gaussienne en fait, en statistique. Par exemple, on lance une pièce au pile ou face plusieurs fois et on regroupe les résultats par le nombre de piles obtenues, peu importe l'ordre. Alors on se rend compte que l'on va avoir obtenu une gaussienne avec au milieu un nombre de piles à peu près égal au nombre de faces et sur les extrémités avoir obtenu 0 ou une seule fois pile. C'est grâce à ça que les Russes se sont un jour rendus compte que les élections étaient truquées, qu'en affichant un graphe qui affichait le nombre de votants en fonction du nombre de bureaux de vote, c'est-à-dire qu'en abscisse, on avait le nombre de bureaux de vote qui vérifiaient une telle ordonnée, et l'ordonnée, c'était la proportion de votants qui avaient voté dans ce bureau, la proportion d'électeurs. Ils se sont rendus compte que la gaussienne était déformée, parce que le gouvernement avait fait voter des gens qui étaient à l'origine abstinents. D'ailleurs, cette gaussienne, elle est intéressante. Elle nous dit que si on regroupe par nombre de piles, peu importe l'ordre, le plus probable, c'est d'obtenir autant de piles que de faces. Mais ça ne veut absolument pas dire qu'il faut les alterner correctement. On pourrait très bien lancer 10 fois une pièce, tenir 4 piles de suite, face de suite, puis 1 pile. C'est pas un problème. Alors qu'un humain a l'impression qu'il faut forcément
que les piles et les faces s'alternent souvent. Donc au final, un humain, s'il doit simuler une chaîne de pile ou face non truquée, va souvent alterner le pile ou le face, alors qu'une pièce peut le faire sans problème. Ça, c'est parce que notre cerveau fait un raccourci en se disant que parce qu'il faut à peu près autant de piles que de faces, alors il faut forcément les mélanger. Ce qui n'est absolument pas vrai. La chance d'obtenir une séquence qui alterne entre piles et faces parfaitement, elle est exactement pareille que d'avoir tous les piles au début et tous les faces à la fin. Et dans les deux cas, on a autant de piles que de faces. En fait, pendant tout le chapitre, l'auteur se demandait comment fonctionnait un aspirateur. Je ne l'ai pas mis dans mon résumé, ça, mais je m'en souviens. C'est pour ça que l'auteur est passé par la pression atmosphérique, qu'il est passé par les probabilités, qu'il est passé par comment fonctionnent les particules dans l'air. Il est passé par comment fonctionnent les particules dans l'air. C'est parce qu'il avait appris en science qu'il n'existait que 4 forces fondamentales et que la force de l'aspirateur ne semblait pas y apparaître. Et donc à travers tout ce chapitre, on a compris différents phénomènes qui nous ont permis de comprendre comment fonctionnait la force d'aspiration de l'aspirateur. En fait, puisque l'on vit dans un monde où les particules bougent en permanence dans tous les sens, l'aspirateur, il va bloquer ces particules. Donc en fait, il va annuler la pression atmosphérique qui est constante tout autour d'un objet. Par exemple, si on prend une miette de pain et que l'on met l'aspirateur d'un côté, l'aspirateur va bloquer la pression atmosphérique de ce côté, puisqu'il va arrêter les particules dans leur chemin. Donc la miette de pain ne subit plus de pression atmosphérique de ce côté-là. Or, la miette de pain subit toujours la pression atmosphérique de l'autre côté. Donc en fait, c'est la pression atmosphérique qui va pousser la miette de pain dans l'aspirateur, puisque l'aspirateur a fait exprès de bloquer la pression atmosphérique de l'autre côté. Maintenant, on passe au chapitre 2. L'auteur commence par faire une analogie entre la poussée d'Archimède et la circulation dans les embouteillages. Je rappelle que la poussée d'Archimède, c'est la force qui fait qu'un objet flotte dans l'eau. Qu'est-ce qui fait qu'un bateau flotte sur la mer et ne coule pas? C'est la poussée d'Archimède. Donc l'auteur fait une analogie pour nous faire comprendre comment fonctionne la poussée d'Archimède. Supposons que l'on soit dans un embouteillage et l'on regarde comment fonctionne un camion dans cet embouteillage, un semi-remorque. Alors si jamais la voiture devant le semi-remorque avance, il y aura un espace vide devant le camion puisqu'un camion met du temps à démarrer. Mais si jamais quelqu'un qui est sans scrupule vole la place qui est devant le camion en changeant de voie, on pourrait par exemple imaginer qu'une voiture à droite du camion s'insère rapidement devant le camion pour lui piquer la place qu'il aurait dû prendre en accélérant, alors le camion est resté derrière, il n'a pas pu avancer alors qu'il aurait dû. Donc en fait, le camion, il avance moins vite par rapport aux voitures si jamais les voitures font tout ça. Donc si on considère que les voitures, c'est l'eau, alors le camion, ce serait quelque chose qui flotte. En fait, ce qui se passe quand quelque chose flotte, c'est juste les particules d'eau qui se glissent en dessous avant qu'il n'ait le temps de tomber. Exactement comme les voitures qui se glissent devant le camion avant qu'il n'ait le temps d'avancer quand il y a une bulle d'air qui se forme. De même, on peut pousser l'analogie plus loin. On pourrait très bien imaginer que les motos qui font de l'interfile et qui donc ne sont pas gênées par les embouteillages avancent très vite par rapport à l'eau, avancent très vite par rapport aux voitures et par rapport aux camions. On pourrait représenter donc les motos par des petites billes de métal qu'on mettrait dans une bassine d'eau et qui tomberaient directement au fond sans aucun problème. De même que les motos vont aller directement au bout de l'embouteillage sans aucun problème. Évidemment, l'analogie se limite à la courtoisie des conducteurs. Comme j'ai dit, ce serait quelqu'un sans scrupule qui volerait la place d'un camion, en plus d'être inutile. Et donc dans la vraie vie, ce n'est pas exactement ça ce qui se passe. Mais si on exagérait et que l'on imagine que les voitures piqueraient la place du camion au point de le forcer à reculer, alors on aurait bel et bien un camion qui flotte par rapport aux voitures. Galilée, il a découvert que la vitesse d'un objet en chute libre augmentait constamment, avec une expérience plutôt intéressante. Il avait mis une bille sur un toboggan en mettant des clochettes sur la trajectoire. Le problème, c'est qu'à l'époque, il n'y avait pas de chronomètre précis. Donc sa méthode, ça a été d'éparpiller les clochettes en essayant de créer un rythme constant, puisque le cerveau est mauvais pour chronométrer, mais le cerveau est très bon pour repérer un rythme constant. Pour ça qu'on aime bien quand le rythme est constant dans la musique. Et qu'en tant que musicien, si on n'a pas un rythme constant, on peut très vite se perdre. Et donc Galilée a pu voir que la distance entre chaque clochette augmentait constamment, qui signifie que la vitesse de l'objet augmentait constamment. Sauf qu'en fait, il y a une autre règle qui dit que la trajectoire, par intervalle de temps, suit des carrés. Par exemple, si l'on met une clochette au bout d'1 seconde de trajectoire, alors il faut mettre la suivante au bout de 4, qui est le carré de 2, puis au bout de 9 secondes, qui est le carré de 3, puis au bout de 16 secondes, qui est le carré de 4. Sauf qu'en fait, la vraie théorie, c'est évidemment celle de Newton avec les forces. Mais en réalité, l'auteur nous fait comprendre qu'on ne sait pas quelle est la bonne, puisque toutes sont valables, on ne peut pas savoir quelle est la bonne. En sachant que ces 3 théories sont validées, que la vitesse augmente constamment, le fait que les temps suivent des carrés, et la théorie de Newton avec les forces et les flèches, les vecteurs, puisque les 3 fonctionnent, on ne sait pas laquelle est la vraie. On ne peut pas savoir, on n'a pas trouvé de moyen de différencier ces théories. Qui nous fait revenir au chapitre 1 avec les Italiens en Antiquité qui ne pouvaient pas savoir si c'était à cause de la force du vide ou de la pression atmosphérique que l'eau remontait dans les pompes. Et donc ce que nous apprend l'auteur, c'est qu'en fait en science, contrairement à ce que beaucoup de gens peuvent croire, le plus dur ce n'est pas de trouver une théorie pour justifier un phénomène. En fait des théories on en a trop. Et le plus dur c'est d'éliminer celles qui ne sont pas bonnes. Alors dans le chapitre 3, l'auteur commence par parler de ses pattes et il raconte une anecdote rigolote
que j'ai trouvé assez intéressante parce qu'elle montre la passion en fait de l'auteur pour les sciences. Il raconte une anecdote en fait dans laquelle pendant un bon paragraphe, il va regarder ses coquillettes en train de cuire, le mouvement que ça crée, l'eau des pâtes qui bouge quand elle bout, mais il remarque qu'elle bouge jamais de la même façon. Le mouvement n'est pas du tout régulier. Il voit l'eau qui remonte par le centre, qui redescend sur les côtés, mais qui au bout de quelques secondes alterne. Il va dans l'autre sens, ça remonte par les côtés, puis il va au centre. Et après, ça rechange, ce que les périodes ne sont jamais périodiques. On n'a jamais, par exemple, 5 secondes pour le milieu, puis 3 secondes pour les côtés, puis 5 secondes pour le milieu. C'est toujours aléatoire le temps au bout duquel on change de sens sur le mouvement de l'eau qui bout. Il remarque d'ailleurs que l'eau n'est pas régulière dans sa vitesse non plus. La vitesse aussi alterne de façon aléatoire. Et donc l'anecdote rigolote, c'est que au bout d'un moment, il remarque que ses pâtes sont en train de se désagréger, de se dissoudre, qu'en fait ça fait 45 minutes qu'elles sont en train de cuire, qu'il est en train de les observer de façon passionnée, et donc il est obligé d'en remettre à cuire quand son fils vient lui demander quand est-ce qu'on mange. Ensuite, il nous propose de nous interroger sur une question, c'est pourquoi l'eau à 100 degrés nous brûle à tel point qu'on ne peut même pas y tremper un doigt dans l'eau qui est bouillante, alors que quand on met sa main dans le four à 180 degrés, on n'a pas de problème, on ne se brûle pas. Alors que pourtant, on a quand même 80 degrés de plus dans le four que dans l'eau des pâtes. Évidemment, et ça c'est mon avis personnel que j'ai appris en classe préparatoire, la réponse un peu nulle, c'est que la conductivité thermique de l'air est plus faible que celle de l'eau. Bon, ça, si je dis c'est la réponse nulle parce que oui, elle est vraie, mais elle n'explique pas pourquoi ça se passe comme ça. Donc en fait, l'auteur nous parle de la température, nous explique ce qu'est la température. On nous explique que c'est dû à l'agitation des molécules. Et donc en fait, la température que l'on ressent, la chaleur que l'on peut ressentir, c'est quand les molécules nous transmettent une agitation. En fait, c'est une impression trompeuse, l'impression de la température. La température, en fait, ça n'existe pas. C'est juste une sensation traduite de notre corps qui provient de l'agitation des molécules. Agitées, elles vibrent en quelque sorte. Et donc quand quelque chose est très chaud, ça veut dire que les molécules qui le constituent vibrent de façon assez forte, voire très forte. Sauf que ce qui se passe, c'est que dans l'air qui est un gaz, il y a beaucoup moins de molécules, la densité est beaucoup plus faible en molécules. Et donc, la transmission de cette vibration, elle se fait de manière beaucoup moins forte. Les molécules ont beau s'agiter plus vite, puisque l'air du four est beaucoup plus chaude. Comme il y a beaucoup moins de molécules, la transmission de la température se fait beaucoup moins vite. Donc, on ne se brûle pas instantanément. Évidemment, on finira par se brûler si on reste longtemps dedans. Mais contrairement à l'eau des pâtes où les molécules sont toutes entassées, ils peuvent nous transmettre très vite leur agitation et donc que ça nous brûle très vite, très lent. C'est pour ça que l'air met plus lentement la température, du moins par conduction évidemment. Ensuite, l'auteur nous parle de la pression, puisqu'on a parlé de la pression précédemment. On a la pression qui traduit à quel point les molécules tapent sur notre peau et donc appuient dessus, finalement, puisqu'elles sont très nombreuses à taper sur la peau. Il y a la température qui traduit l'agitation des molécules, et donc la transmission de température, c'est à quel point l'agitation des molécules se transmet vers nous pour qu'on ressente un changement de température. Et par exemple, le vent, c'est encore autre chose, c'est un déplacement des molécules, mais qui est encore un autre déplacement. Donc finalement, tout ça, c'est un peu lié, et donc l'auteur nous explique que la pression, elle est directement liée à la température. C'est ce qu'on apprend dès le lycée avec la loi des gaz parfaits, qui normalement ne s'applique qu'aux gaz parfaits, mais dont on fait l'approximation pour la plupart des gaz. Et ensuite, l'auteur explique ce qu'est le calcul infinitésimal, dont le principe, c'est, pour faire simple, de diviser à l'infini la matière en petits carrés, mais de le faire une infinité de fois, qui n'est pas réaliste, puisque en réalité, on ne peut pas couper de façon indéfinie un objet. Il y a un moment où si on continue de le couper en deux, on va arriver sur une molécule qu'on ne peut pas séparer en deux. Mais dans le calcul infinitésimal, on considère que l'on peut couper comme ça à l'infini. On le fait dans les calculs, et donc l'auteur nous explique que quand on a découvert cette façon de calculer, ça a bien mieux fonctionné que quand on considérait une quantité énorme de tout petits carrés. Alors que pourtant, considérer des tout petits carrés en quantité énorme était plus proche de la réalité, puisque la matière est composée d'une quantité énorme de tout petites molécules, mais le calcul infinitésimal, qui est moins proche de la réalité, puisqu'on découpe à l'infini, est plus facile à calculer et fonctionne mieux finalement dans les calculs. Ensuite, il nous raconte comment en 1960, Monsieur Lorenz, et je dis bien Lorenz Santé, L-O-R-E-N-Z, l'auteur raconte à quel point ce monsieur adore utiliser son nouvel ordinateur qui fait 300 kg, qui a une mémoire de 15 kilooctets, autrement dit environ 10 millions de fois moins que les téléphones d'aujourd'hui, et donc qui s'amuse à faire beaucoup de calculs sur cet énorme ordinateur qui est très peu puissant par rapport à ceux qu'on a dans nos poches aujourd'hui. Et ce monsieur Lorenz réussit à vérifier que les calculs de la météo fonctionnent, mais il comprend que seulement 1% de différence sur une seule des 12 variables d'entrée pour prédire la météo crée un résultat qui n'a plus rien à voir au bout de 6 mois de prévision. Le problème, c'est que 1% de différence, c'est une incertitude acceptable au moment où on prend les mesures. Et donc ça, c'est un gros problème dans la météo, c'est qu'en fait, les calculs sont exacts, on sait faire les calculs pour prédire la météo
en quelque sorte à l'infini, mais le problème c'est qu'on n'aura jamais les données exactes à un instant T. Le problème c'est qu'une différence de 0,000001% par rapport au vrai résultat, par rapport à la vraie variable d'entrée, va créer un résultat dit complètement différent au bout de plusieurs mois de prévision. Et le problème, c'est qu'on sera sûrement jamais capable de mesurer la valeur exacte d'une variable d'entrée. Donc on ne sera jamais capable de parfaitement prévoir la météo sur plusieurs années. D'ailleurs, en appliquant à l'ordinateur des équations différentielles très simplifiées pour la cuisson des pâtes, ce monsieur Lorentz, il affiche la différence de température en fonction de la vitesse de rotation. Ce qu'il obtient, c'est quelque chose que l'auteur considère comme magnifique et qui pour l'auteur fait toute la poésie des maths. Il obtient un attracteur étrange. Ce que l'auteur trouve extraordinaire, c'est que cette forme, elle n'a pas été créée artificiellement par les scientifiques, mais elle est réellement naturelle. Elle est réellement apparue aux scientifiques quand ils ont voulu simplement afficher la différence de température en fonction de la vitesse de rotation des pâtes. Ils ont obtenu cette forme qui paraît pourtant faite de toutes pièces. L'auteur trouve ça extraordinaire et poétique que cette forme apparaisse naturellement quand on cherche simplement à afficher une donnée naturelle par rapport à une autre donnée naturelle. Autrement dit, toutes les données affichées sont naturelles et on obtient cette belle forme. Donc finalement, ce que je disais, c'est que pour la météo, toute la théorie est disponible. On est capable de faire tous les calculs pour prédire la météo. Le problème, c'est qu'on ne sera jamais capable d'avoir des données suffisamment précises pour avoir des résultats corrects. C'est d'ailleurs, d'après l'auteur, l'origine de l'expression « un battement de papillon au Brésil peut provoquer une tornade au Texas », aussi appelé effet papillon, puisque s'il y a le battement d'un papillon qui change légèrement la pression de l'air au moment de la prise des mesures et qu'on ne l'a pas pris en compte, au bout de plusieurs mois, on aura une météo complètement différente entre les calculs et la réalité. D'ailleurs, le mot effet papillon rappelle cette forme de l'attracteur étrange, qui a un petit peu la forme d'un papillon. Monsieur Laplace, lui, a émis le postulat que si jamais, à un moment donné, que l'on pouvait avoir les données de tout l'univers en temps réel, on pourrait connaître tout ce qui pourrait se passer à l'avenir. Au même titre que l'on pourrait avoir une météo parfaitement précise si on pouvait avoir des données exactes sur le temps actuel, puisque l'on a tous les calculs en correct, Laplace considère que si on savait à un instant T tout ce qui se passe dans le monde à la molécule près, alors on pourrait prédire tout l'avenir. Enfin du moins, un être imaginaire pourrait calculer tout ce qui se passerait à l'avenir. Si jamais un être fictif existait comme ça, ce genre d'être qui serait capable de prédire tout l'avenir s'appelle un démon de Laplace. Donc finalement, l'auteur nous explique que les systèmes chaotiques sont des systèmes dans lesquels une microscopique variation dans les conditions initiales provoque un changement énorme au point que finalement, on ne peut pas anticiper le résultat. Un autre exemple de système chaotique, c'est un double pendule, qui fait qu'il suffit de bouger d'un seul millimètre la position de départ pour obtenir un mouvement qui est complètement différent. L'auteur nous explique que c'est un peu l'inverse de la physique statistique, que dans la physique statistique, celle des particules, on ne connaît pas bien les conditions initiales, mais on est capable de bien prévoir la suite. Alors que dans les systèmes chaotiques, on est incapable de prévoir la suite, même si on essaie de mesurer au mieux les conditions initiales. Un système chaotique transforme une situation de départ déterministe, c'est-à-dire une situation de départ dont on connaît les conditions, vers un résultat qui est probabiliste, c'est-à-dire un résultat qui utilise des probabilités. D'ailleurs, c'est ça qui fait qu'en météo, on utilise des probabilités, par exemple pour les chances qu'il pleuve. En fait, ce qui se passe, c'est que puisqu'on ne peut pas avoir des données exactes en météo, on simule plein de situations avec des conditions légèrement différentes et des conditions qui sont proches des conditions réelles qui sont finalement inconnues puisqu'on ne peut pas mesurer suffisamment précisément. Et en fonction de la proportion de résultats qui apparaît, on met une probabilité sur le temps qu'il fera d'ici quelques jours. Un exemple très simplifié. Si l'on mesure 24,2 degrés, mais évidemment, on n'est pas assez précis. On pourrait s'amuser à faire 3 simulations différentes, une avec 24,1, l'autre avec 24,2 et enfin la troisième avec 24,3. Et si jamais les ordinateurs nous anticipent avec les calculs que dans les deux premières situations il pleut et dans la troisième il y a du soleil, alors la météo va afficher qu'il y a 66% de chances qu'il pleuve. Évidemment, c'est un exemple extrêmement simplifié pour expliquer que c'est comme ça que fonctionne la météo. Chapitre 4. L'auteur fait une expérience intéressante. Il se balade dans la campagne, se met face à des vaches et remarque qu'il entend les cloches autour du cou des vaches plus fort que le clocher du village, le clocher de l'église. Donc il se dit naturellement que si le son du clocher de la vache est plus fort que celui de l'église, alors quand il va s'éloigner, c'est d'abord le son de l'église qui va disparaître, puisque c'est lui le moins fort. Pourtant, il remarque que c'est l'inverse qui se passe. Quand il s'éloigne, il n'entend plus le son du clocher des vaches. En revanche, il entend toujours le son du clocher de l'église. Et donc, il trouve ça plutôt contre-intuitif. C'est le problème qu'on va essayer de résoudre dans ce chapitre. Tout d'abord, l'auteur ne comprend pas pourquoi on retrouve plusieurs fois les mêmes notes sur un piano. Il n'arrive pas à entendre que le La grave et le La aigu, c'est en réalité la même note.
Il a beau en discuter avec un musicien qui essaie de lui montrer que entre un La et un Do, la note est différente. Un Do grave et un Do aigu, c'est la même note mais en version aiguë. C'est un peu particulier de dire que c'est la même note alors qu'on dit justement qu'elle est plus aiguë, donc c'est pas censé être la même note. Et puisque l'auteur ne comprend pas ce phénomène, il dit que pour comprendre, il va essayer de regarder ça sous un aspect mathématique. S'il n'arrive pas à entendre la musique, les mathématiques vont l'aider à comprendre la musique. Déjà, qu'est-ce que c'est le son ? Le son, c'est des vibrations de la pression atmosphérique, comme des vagues sur un lac d'eau qui font varier la hauteur à laquelle se situe l'eau. Un son fait varier de la même manière la pression atmosphérique à un point donné. L'auteur rappelle que les décibels se mesurent en échelle logarithmique, et l'échelle logarithmique n'est pas une échelle naturelle pour nous, on a donc du mal à l'utiliser. Par exemple, quand on rajoute 20 décibels au volume d'un son, dans notre ressenti, il sera environ 4 fois plus fort. Donc entre un son à 20 décibels et un son à 40 décibels, on a beau doubler le nombre de décibels, en réalité, on multiplie par 4 le ressenti du volume. Quand on joue la note de La avec différents instruments et que l'on observe la variation de pression, on obtient un signal qui est toujours périodique, peu importe l'instrument. Le signal change en fonction de l'instrument, mais peu importe l'instrument, la période du signal est 440 Hz. Enfin du moins pour le La le plus connu, le La qui fait 440 Hz. Parce que comme on a dit, il y a plusieurs La différents. Donc on a un signal dont la fréquence est 440 Hz, peu importe l'instrument, quand on joue la note de La, mais le signal est différent en fonction de l'instrument. Cette différence, c'est ce qu'on appelle le timbre d'un instrument. Un accord, en gros, c'est un son fait avec un instrument en jouant plusieurs notes en même temps. Mais quand on analyse les notes d'un accord, par exemple l'accord de Do, on remarque que sur la première note de l'accord, la fondamentale, sur une certaine période, il y a un motif qui se répète 4 fois. Et ce motif se répète 5 fois sur la deuxième note de l'accord, sur la même période. Et toujours sur la même période, ce motif se répète 6 fois sur la troisième note de l'accord. Et à chaque fois, c'est exactement le même signal qui se répète sur les 3 notes, mais pas le même nombre de fois sur une certaine période. Et quand on fait la somme de ces 3 signaux, on obtient le signal de la note de Do. Dans la théorie, on pourrait jouer n'importe quelle note à partir d'un accord qui ne joue pas cette note. Par exemple, on pourrait créer une note de Ré en jouant plusieurs notes en même temps qui ne seraient pas des Ré. Ces vibrations de la pression sont très faibles, puisque je rappelle qu'un son, c'est une variation de la pression, et cette variation, elle est d'environ 500 pascal, pour un bruit qui est extrêmement fort. Alors qu'en comparaison, la pression atmosphérique que l'on subit au quotidien, elle est d'environ 100 000 pascal. Donc le fait qu'une variation de 500 pascal soit perçue comme un son extrêmement fort, ça montre que notre oreille est extrêmement sensible aux variations de pression. D'ailleurs, un microphone, c'est juste un baromètre un peu spécifique, puisqu'il va mesurer les variations de pression. Supposons maintenant que l'on soit en train de pédaler sur un vélo. Si on s'arrête, le vélo ne s'arrête pas. On continue d'avancer. C'est ce qu'on appelle l'inertie. Alors que par exemple, au moment où on sort un gâteau du four, il arrête de se réchauffer immédiatement. C'est pour ça que l'équation qu'on utilise pour étudier la propagation de la chaleur ne fonctionnera pas pour la propagation du son. En revanche, la vitesse n'est pas soumise à l'inertie. À partir du moment où on arrête de pédaler sur le vélo, notre vitesse cesse d'augmenter. Au même titre que le gâteau cesse de se réchauffer au moment où on le sort du four. Donc en fait, l'équation de propagation de la température fonctionne si l'on remplace la température par la vitesse et non pas par la position. Maintenant, on étudie les ondes. Il faut imaginer que l'on va faire bouger une corde. Donc on imagine une corde à plat sur le sol, et quand on la fait bouger, on crée une onde, cette petite vague qui se déplace le long de la corde. Cette onde, s'il n'y avait pas de frottement et que la corde était infinie, elle se propagerait à l'infini, puisque s'il n'y a ni frottement, ni extrémité de la corde, il n'y a plus rien pour arrêter cette onde. Maintenant, prenons une corde de longueur finie. On met une personne à chaque extrémité de la corde. Si elles envoient une onde dans le même sens, par exemple une onde vers le haut, alors au moment où ces ondes vont se croiser, elles vont s'additionner pour faire une onde encore plus grande. Et s'ils envoient des ondes inverses, par exemple une onde vers le haut et une onde vers le bas, alors elles vont s'annuler, seulement au moment où elles se croisent. Ensuite, elles continuent de se propager. Donc on a beau avoir une onde qui se propage d'une extrémité à l'autre de la corde, dans les deux sens, si on prend une photo au moment où elle s'annule, on pourrait avoir l'impression sur la photo que la corde n'est pas en train de bouger. Et ce phénomène fonctionne aussi pour les ondes lumineuses. D'ailleurs, pour les ondes lumineuses, si on fait l'analogie avec le son, dans le son, la fréquence traduit la note. Eh bien, dans la lumière, la fréquence de l'onde traduit la couleur de la lumière. Si les voitures fonctionnaient comme des ondes, il n'y aurait plus d'embouteillage. Parce que si chaque voiture était une onde, elle pourrait s'additionner au même endroit. Et donc on aurait simplement à se superposer pour se doubler. En fait, il suffirait de foncer dans la voiture de devant. Mais ce n'est pas le cas. Et à l'inverse, on a vraiment de la chance que les ondes fonctionnent comme ça. Si les ondes fonctionnaient comme des voitures,
alors on ne pourrait voir qu'un seul rayon à la fois, et on ne pourrait entendre qu'un seul son à la fois, alors qu'actuellement on peut voir tous les rayons en même temps, et entendre tous les sons en même temps. La théorie de Fourier concernant l'équation de la chaleur, elle fonctionne bien mieux sur les ondes que sur la chaleur, à tel point qu'aujourd'hui, on l'étudie surtout pour l'analyse du son. Cette théorie, c'est la décomposition en sinusoïde d'un signal. Et donc, grâce au travail de Fourier, qui est français d'ailleurs, un son qui a un signal complexe, en réalité, on peut le décomposer en plusieurs sinusoïdes très simples. Ces notes pures sinusoïdales, on peut les obtenir naturellement, par exemple en faisant varier la pression volontairement, avec un piston par exemple. Avec cette théorie que toutes les notes sont des superpositions de notes sinusoïdales, on pourrait en théorie créer le son de n'importe quel instrument avec un piano. Mais ça reste de la théorie puisqu'il faudrait un pianiste surhumain qui soit capable d'appuyer sur énormément de touches en même temps et de façon très précise. Mais le problème du piano, c'est que les notes sont discrètes. C'est-à-dire que on ne peut pas jouer la note qui se situe entre une touche blanche et la touche noire d'à côté. Alors que par exemple sur un violon, on peut jouer n'importe quelle note, puisque tout dépend de où est-ce que l'on pince la corde. Et contrairement à la guitare, il n'y a pas de fret. Donc on peut vraiment choisir la note que l'on veut de façon extrêmement précise. Ce qui fait qu'en imaginant que l'on peut jouer plusieurs notes en même temps comme sur un piano, on pourrait jouer donc en théorie avec un violon n'importe quel son, y compris le son d'un aspirateur. La théorie derrière la réduction active du bruit a été trouvée par M. Lueg. Il avait même déposé un brevet à l'époque, mais c'était à l'époque de l'Allemagne nazie. Et en plus, la technologie n'était pas encore assez précise. M. Schladini a fait une expérience particulière avec une plaque de métal horizontale qui peut vibrer. Il met du sable et frotte la plaque avec un archet de violon. Et il se rend compte que le sable se dispose de façon très étrange. Le sable se dispose sur la plaque de façon à créer de magnifiques formes géométriques. Et en fait, ces formes, elles apparaissent parce que l'onde sonore créée par l'archet du violon se propage dans la plaque et va être réfléchie quand elle arrive à l'extrémité. Elle va rebondir en quelque sorte. Et comme elle va rebondir à l'infini, on va avoir une superposition qui va créer une onde constante. Puisque quand on a une onde qui avance, l'autre en réalité elle recule, puisque les deux superposent et que l'une va vers la droite et l'autre va vers la gauche. Donc on obtient une onde constante qui est la superposition de deux ondes en train de se compléter parfaitement et de se déplacer de la même manière de façon complémentaire. Ce qui fait qu'il y a des endroits dans la plaque où ça vibre et d'autres où ça ne vibre pas. Tant que les grains sont sur une zone qui vibre, ils continuent de bouger jusqu'au moment où ils arrivent à un endroit où la plaque ne vibre pas. D'ailleurs, ces formes, elles sont très complexes, puisqu'en fait, il y a des milliers de réflexions, de rebondissements de l'onde dans la plaque, parce que le son dans un métal va extrêmement vite, à plus de 2000 km/h. Madame Germain a mis au point au 19e siècle des théorèmes qui permettent de déduire le son que va produire un instrument en fonction de sa forme. Ce sera la première femme à recevoir un certain prix scientifique, mais je ne sais plus lequel. Puisqu'en fait, en fonction de la forme qu'on donne à une surface, le son qui va être produit de cette surface va être différent. En fait, on n'a plus qu'à rajouter un archet, une peau tendue ou une corde à un endroit, ou alors un endroit où souffler, et hop, ça crée un instrument. C'est d'ailleurs pour ça que les violons ont une forme si particulière. C'est parce que la forme modifie le son. Donc on sait que chaque forme a un son unique, mais la réciproque ne fonctionne pas. Chaque son n'a pas de forme unique. Ça a été prouvé dans une expérience qui s'appelle You Can't Hear a Drum Shape, dans laquelle deux tambours de formes différentes ont été créés mais font exactement le même son. Et puisque le son c'est une onde, si on faisait l'expérience des fentes Young à l'échelle d'un humain, on obtiendrait le même phénomène, c'est-à-dire des endroits où le son est plus fort et des endroits où il n'y a pas de son. Puisqu'en fait, le son ne se déplace pas seulement en ligne droite, mais il prend toutes les directions possibles. Ce qu'il faut imaginer, c'est que si on fait l'expérience des fentes Young et qu'on augmente le nombre de trous une infinité de fois, on obtient l'absence d'un mur. Et on remarque que le son passe par tous les trous, c'est-à-dire toutes les directions possibles. Or ici, il n'y a pas de mur, donc le son passe partout. Et donc finalement, on comprend pourquoi on entend le clocher de l'église en s'éloignant, alors qu'on n'entend plus le clocher des vaches qui était pourtant plus fort, et parce qu'en fait, le son se répartit sur une sphère qui s'agrandit. Or, quand on est près d'une vache, la sphère est très petite autour de la vache, alors que la sphère du son du clocher d'église est déjà très grand. Donc quand on s'éloigne, la sphère du son du clocher de la vache est devenue beaucoup plus grand, et donc c'est bien plus dispersé, parce que la sphère a au moins triplé de taille, donc le son est au moins 3 fois moins fort, alors que le son du clocher de l'église qui était déjà loin a peut-être sa sphère de répartition qui a été augmentée de 5%. Donc on l'entend un petit peu moins fort, mais on l'entend toujours. C'est ça l'explication à ce phénomène du son des clochers. Chapitre 5. Les néons, ça émet une lumière rouge, et seulement rouge. L'auteur nous indique que si jamais ça émet une autre couleur, alors c'est que c'est un autre gaz, comme par exemple le xéon. La découverte de l'électron a été une très grande découverte, parce qu'avant, on pensait que l'atome était indivisible, que c'était la plus petite particule existante et que l'on ne pouvait
pas la couper, que l'on avait atteint la limite du microscopique. On a découvert qu'une particule de charge électrique a une masse inférieure à celle de l'atome avec une expérience assez simple. On place une cathode en face d'une anode qui est trouée, donc les électrons qui sortent de la cathode vont essayer d'aller vers l'anode en passant à travers le trou. Sauf que quand ils passent à travers le trou, ils sont déviés en passant à travers un condensateur. Ils atterrissent sur une surface fluorescente qui les fait apparaître. D'ailleurs, si on contrôle l'intensité et la trajectoire, on peut former une image. Et c'est comme ça qu'ont été inventées les premières télécathodiques. Aux États-Unis, à Lincoln, a lieu en 2012 une des plus belles expériences physiques. Cette expérience, elle ressemble beaucoup à celle des trous de Young, mais cette fois-ci avec un canon à électrons qui arrache un électron avec un champ électrique d'un morceau de tungstène à environ 15 000 km par seconde. Mais le truc, c'est qu'on n'obtient pas deux fentes projetées sur le mur comme on pourrait l'imaginer, puisque l'on envoie une particule à travers une fente, mais on obtient les mêmes formes qu'avec les ondes lumineuses. Or, les ondes lumineuses atterrissent partout à la fois parce que c'est une onde, alors qu'ici c'est une particule qu'on émet. Le truc, c'est qu'on s'attendait déjà à ce résultat, puisque même si personne n'avait encore réussi à faire l'expérience officiellement, la théorie était déjà en place et ça se savait déjà. Il y avait déjà eu des tentatives plus ou moins bien réussies, avec par exemple une expérience dans laquelle on n'arrive pas à envoyer un seul électron à la fois. Mais donc cette expérience reste marquante car elle confirmait, paradoxe en quelque sorte, ce que les scientifiques connaissaient. L'auteur fait une expérience plutôt rigolote. Il nous invite à lire le premier mot du prochain paragraphe. Donc on le lit, c'est un mot basique, comme par exemple cependant. Et ensuite, on revient à notre lecture et il nous dit que lui, il ne sait pas encore ce que c'est ce mot. En fait, au moment où on lit, il connaît le mot écrit par l'auteur, alors que dans le passage qu'on est en train de lire, l'auteur ne connaît pas lui-même ce mot qu'il a écrit. C'est une petite expérience rigolote et paradoxale qui nous permet de nous introduire au monde de la physique quantique. L'auteur nous raconte une histoire. Cette histoire, c'est une physicienne qui rentre dans un bar, commande un soda, elle le renverse sur le tabouret d'à côté. Donc elle s'excuse et elle s'en va. Mais le truc, c'est qu'on ne sait pas sur quel tabouret elle s'est assise, sur celui de gauche ou sur celui de droite. Ça n'a pas été précisé. D'ailleurs, dans un livre, il y a beaucoup d'informations qui ne sont pas précisées. On n'a pas la distance entre les cheveux, on n'a pas la taille et le poids des personnages, on n'a pas la couleur exacte du décor. Et heureusement que tous ces détails ne sont pas précisés, sinon ça deviendrait rapidement illisible de devoir décrire chaque atome un par un. Donc ici, on ne sait pas sur quel siège elle s'est assise, ni du coup sur quel siège elle a renversé le soda. Et si cette histoire suivait les règles quantiques, puisque l'on n'a pas conscience du siège sur lequel elle s'est assise, elle serait alors assise sur les deux tabourets en même temps. Et elle serait en quelque sorte fractionnée, ce qu'on appelle en état de superposition. Et donc elle aurait en quelque sorte renversé le soda sur les deux tabourets en même temps. Et en fait, c'est ça qui se passe dans l'imaginaire tant qu'on ne précise pas sur quel siège elle s'est assise. C'est-à-dire que quand on a raconté l'histoire, le lecteur a supposé, a imaginé un siège, mais ce n'est qu'une interprétation qui n'était peut-être pas la réalité. En réalité, tant qu'on ne nous le dit pas, on ne peut pas savoir et donc on peut supposer que ce sont les deux en même temps. Tant qu'on n'a pas précisé si c'était à gauche ou à droite, dans l'imaginaire des lecteurs, ce sera sur les deux en même temps. Si jamais on faisait un sondage, on aurait le siège de gauche et le siège de droite qui seraient à peu près répartis à 50%. Et donc c'est un peu ça qui se passe en physique quantique. Ça paraît un peu absurde, mais c'est comme ça que ça se passe. L'électron, il se comporte comme une onde, tant qu'elle n'a pas besoin d'interagir avec son environnement. Et cette onde, c'est une onde de probabilité. Probabilité que la particule se situe à un endroit précis. Et donc, suivant les probabilités de l'onde, l'électron atterrit quelque part sur le mur dans l'expérience précédente, l'expérience des fentes Young version électron. Encore une fois, ce sont des faits qui sont difficiles à accepter, mais qu'il faut accepter, puisque, comme dit l'auteur, c'est le petit qui fait le grand. En fait, il faut accepter ce point de vue, qui est certes contraire à ce qu'on observe au quotidien, mais ça ne veut pas dire que c'est quelque chose de faux. Au contraire, c'est nous qui pourrions avoir l'illusion de quelque chose de faux. Par exemple, si on se met au niveau microscopique, un liquide, ça n'existe pas. Parce qu'un liquide, par définition, c'est une énorme masse d'atomes écrasés les uns sur les autres. Donc si on se met au niveau d'un atome, la notion de liquide, solide ou gaz n'existe pas. On a juste des atomes. Et encore pire, si on se met à l'échelle des électrons, qui sont bien plus petits que des atomes, au moins 10 000 fois plus petits que des atomes, alors là, la notion de liquide n'existe vraiment pas. Puisque vu qu'encore une fois, un liquide, c'est une énorme masse d'atomes qui s'écrase, alors si on se met à un point de vue de l'électron, qui est 10 000 fois plus petit qu'un atome, un liquide, ça n'a aucun sens. C'est un concept qui ne peut pas exister. Donc cette histoire nous paraît absurde, puisque rien de ce que l'on connaît vérifie des lois quantiques, mais ça ne veut pas dire qu'elle est fausse. D'ailleurs, ça donne naissance à des théories intéressantes, comme celle des multi-univers par exemple. On voit ça parfois dans des séries. L'idée qu'il existe plusieurs univers et chaque univers correspond au résultat
de différents choix. Et qu'à chaque fois qu'un choix est posé à nous, alors il y a un univers qui est créé par choix, qui fait que dans une autre vie, on a pris des choix différents, et donc tout l'univers est différent. Et bien là, dans cette théorie, on pourrait imaginer que pour chaque endroit où l'électron peut atterrir avec une certaine probabilité, un univers est créé. Par exemple, supposons qu'un électron ait 50% de chance d'atterrir à 2 endroits différents, alors ça voudrait dire qu'il y a 2 univers qui se créent, et dans chaque univers, l'électron a atterri à un endroit différent. D'ailleurs, Einstein lui-même, il ne croyait pas en la théorie de l'électron qui suit des ondes de probabilité. Lui, il était plutôt d'accord avec la théorie du démon de Laplace, celle qui dit qu'il n'y a pas de hasard dans la nature. Malheureusement, en physique, on accepte la théorie qui est à la fois la plus simple et celle qui vérifie toutes les expériences physiques. Comme on l'a dit précédemment au chapitre 1, avec la théorie de la pression atmosphérique, qui est à la fois plus simple et plus cohérente que celle de l'horreur du vide. Et donc ici, la théorie qui est à la fois la plus simple et qui vérifie toutes les expériences, ça n'est pas celle du démon de Laplace. Et on pourrait encore tenter de défendre la force de l'horreur du vide en admettant qu'en fonction de l'atmosphère et de la pression, cette force de l'horreur du vide varie, mais c'est bien trop complexe et la théorie la plus simple, c'est bel et bien celle de la pression atmosphérique. Schrödinger, qui est à l'origine de l'équation de la physique quantique, qu'on appelle aussi équation de Schrödinger souvent, moi c'est comme ça que je l'appelais en classe préparatoire jusqu'au concours. En fait, Schrödinger se révèle apparemment être un pédocriminel, d'après l'auteur. C'est pourquoi l'auteur refuse d'utiliser son nom pour parler de l'équation du mouvement quantique. Que de toute façon, le nom d'une équation se crée par l'usage et n'a pas été instauré par une autorité scientifique. L'auteur nous indique que ce qui est le plus incroyable dans le prix Nobel qu'avait reçu Einstein, c'est qu'il l'avait reçu sur quelque chose qui n'était même pas son activité principale. On fait une expérience, on envoie de la lumière sur une plaque de métal et on essaie de trouver à quelles conditions ça décroche un électron. Donc on essaie de mettre de la lumière, on voit qu'il n'y a pas d'électron qui se décroche, alors on essaie d'augmenter l'intensité. Mais on se rend compte qu'on a beau augmenter le plus possible l'intensité de la lumière, les électrons ne veulent pas se décrocher. Alors que, si on met une lumière très faible mais à une fréquence différente, on arrive à décrocher les électrons. C'est curieux, mais en fait, peu importe l'intensité, il se peut qu'une lumière ne décroche pas d'électrons d'une plaque de métal et qu'il faille changer de fréquence pour pouvoir décrocher des électrons. C'est ça le postulat que la lumière sont en fait des trains d'ondes. Pour comprendre ce principe de train d'ondes, on fait une comparaison. On imagine que le fait de décrocher un électron, ça correspond à réussir à ouvrir un pot de cornichon. On imagine qu'il y a plusieurs personnes qui essayent de l'ouvrir. Et donc quand on augmente l'intensité, on augmente le nombre de personnes qui essaient de l'ouvrir. Mais si on a une centaine de personnes et que personne n'arrive à l'ouvrir, on aura beau encore augmenter l'intensité et augmenter le nombre de personnes, ça ne change rien si jamais on n'a pas des gens assez forts pour l'ouvrir. On a beau rajouter des gens, ça ne marchera pas. Alors qu'en fait, on n'aurait pas besoin d'une intensité très forte. Il suffirait d'avoir une seule personne qui a la force suffisante pour ouvrir le pot de cornichon. Autrement dit, dans notre comparaison, il suffirait d'avoir un tout petit peu de lumière, une intensité assez faible, mais à la bonne longueur d'onde, à la bonne fréquence, pour décrocher un électron. Maintenant, l'auteur nous propose une énigme intéressante. Il faut imaginer qu'il y a 100 fourmis sur une branche d'1 mètre de long. Toutes les fourmis sont éloignées d'1 centimètre et elles avancent d'1 centimètre par seconde. Sauf que leur orientation d'origine alterne, c'est-à-dire que la fourmi à l'extrémité gauche va vers la droite, qui est à côté va vers la gauche, celle qui est encore à côté va vers la droite et ainsi de suite. Maintenant, la question, c'est d'essayer de savoir au bout de combien de temps toutes les fourmis sont sorties de la branche. En sachant que pour sortir de la branche, il faut que les fourmis atteignent une extrémité et que les fourmis n'ont pas un mouvement libre. J'ai dit que de base elles étaient orientées de façon alternée. Si deux fourmis se croisent, elles vont toutes les deux se tourner et aller dans l'autre sens. Si elles font face à face, elles changent de sens toutes les deux et continuent d'avancer. En fait, cette énigme, elle est pas simple, mais elle devient extrêmement simple si on remarque que le face à face de deux fourmis peut être modélisé d'une façon beaucoup plus simple. Plutôt que d'essayer de prévoir la réalité, c'est-à-dire d'essayer d'anticiper le fait que plein de fourmis vont changer de sens, on peut se rendre compte que si on considère que toutes les fourmis sont identiques, alors ça revient au même d'imaginer que les fourmis peuvent passer à travers les unes des autres. Imaginez, deux fourmis avancent l'une vers l'autre et sont prêtes à faire face à face, et au moment où elles se touchent, elles font demi-tour toutes les deux et avancent dans les autres directions. Maintenant, imaginez deux fourmis qui se rapprochent pour faire face à face et qui passent à travers. En fait, on obtient le même résultat. On obtient des fourmis qui, au moment où elles se touchent, il y en a une qui va vers la gauche, l'autre vers la droite. Le résultat est le même pour résoudre ce problème, mais c'est beaucoup plus simple de résoudre ce problème en voyant les choses de cette manière, en changeant notre point de vue sur les problèmes. La réponse est plutôt simple. Il suffit donc de regarder la fourmi qui est à l'extrémité droite, mais orientée vers la gauche, et se rendre compte qu'à 1 cm par seconde, elle va mettre 100 secondes à sortir et que ce sera elle qui va faire la plus grande distance. Au bout de 100 secondes, toutes les fourmis seront sorties. Et donc cette comparaison, elle nous rappelle le fait que les ondes qui passaient à travers sur une corde se superposaient et ensuite se traversaient.
Mais en fait, il n'y a rien qui nous dit qu'elles se traversaient. Peut-être qu'elles faisaient exactement comme ces fourmis. Peut-être qu'au moment où elles se superposent, les deux ondes changent de sens et repartent chacun dans un sens. En fait, c'est juste notre interprétation qui nous fait croire que les ondes se traversent. Notre perception que la réalité, c'est qu'une onde, ça n'est pas une entité, ça n'est pas quelque chose qui existe. Une onde, c'est juste une interprétation simplifiée. On imagine que c'est quelque chose qui bouge, comme un animal qui se déplace ou une voiture en train de bouger, alors qu'en réalité, c'est juste la corde qui a un mouvement complexe que nous, on interprète comme une entité qui se déplace le long de la corde. Par exemple, un embouteillage, on le perçoit comme une entité à part entière, comme une sorte d'ailleurs parfois de monstre qui reste sur une route et qui bloque une route. Mais la réalité, c'est que s'il y a un embouteillage qui dure plusieurs heures, puisque les voitures se déplacent un tout petit peu, en fait, les voitures qui étaient là il y a une heure ne sont plus les mêmes voitures qui sont dans l'embouteillage au moment même. Et donc, on peut se demander si c'est toujours le même embouteillage, puisque toutes les voitures de l'embouteillage sont parties de l'embouteillage et c'est maintenant de nouvelles voitures qui forment un embouteillage. Mais l'embouteillage est toujours au même endroit. Donc, est-ce que c'est toujours le même embouteillage ou est-ce que cet embouteillage est différent puisqu'il est composé de voitures complètement différentes? Pour ceux qui connaissent, c'est exactement le même principe qu'avec le bateau de Thésée, c'est-à-dire un bateau qui se casse au fur et à mesure, mais à chaque fois qu'une partie se casse, on remplace. Par exemple, on imagine qu'à chaque fois, il y a une planche qui se casse, et donc on remplace la planche. Sauf qu'au bout d'un moment, à force de toujours faire ça, à la longue, on a fini par remplacer toutes les planches du bateau. Donc, est-ce que c'est toujours le même bateau? En sachant que c'est le même bateau qu'au départ, mais ça n'est plus le même bateau puisque toutes les planches sont différentes par rapport au bateau de départ. Donc en quelque sorte, ce n'est plus le même bateau. C'est un peu la même idée. Puisque en fait, on considère comme une entité à part entière l'embouteillage. On ne prend pas en considération le fait que si les voitures changent, alors ça n'est plus en quelque sorte le même embouteillage puisqu'il n'est pas composé il n'est plus composé des mêmes voitures. Et en réalité, ça traduit bien le fait que notre cerveau simplifie, il modélise l'embouteillage comme une entité à part entière, comme une sorte d'animal, alors qu'en réalité, c'est juste une superposition de voitures. Ça n'est pas un objet, un embouteillage. Au même titre qu'une onde, c'est juste le déplacement de la corde qui fait un mouvement bizarre. Ça n'est pas une entité. Donc en fait, dire que deux ondes sur une corde rebondissent ou se traversent, ça n'a pas vraiment de sens. En physique quantique, quand il y a deux électrons qui se rencontrent et qu'ils sont envoyés tous les deux dans l'autre sens, on n'est aujourd'hui pas capable de savoir ce qui s'est passé. On ne sait pas s'ils sont passés à travers ou s'ils ont rebondi l'un sur l'autre. Et puis, scientifiquement, il n'y a aucune réponse qui est vraie, puisque ce sont des ondes de probabilité. Et comme on vient de le dire précédemment, ça n'a pas de sens de chercher à savoir si l'onde d'une corde traverse l'autre ou rebondit sur l'autre. Finalement, l'auteur finit son livre par des explications un peu complexes qui justifient la couleur de l'hydrogène ou du néon en reprenant ce qu'on a vu avec les énergies quantifiées et l'effet photoélectrique.